assez difficile, mais il était à la hauteur. Moins amusant. Moins amusant, le financement de l'ECMO. Et c'est pas de la simulation. C'est vrai, c'est ce qu'on vit. Ah, pourquoi tu sautes? Je reviens. Ah. Alors, donc, on travaille ensemble avec Philippe là, depuis quelque temps maintenant, et comme il sait que c'est un des sujets que j'ai appris à maîtriser quand on était dans des grandes difficultés financières au CHU de Marseille, il m'a demandé de vous faire un peu une présentation sur le financement de l'ECMO. Alors, je ne vais pas vous parler en tant qu'économiste, hein, je suis chirurgien, donc je vais vous parler avec une vision chirurgicale des choses. Mais au bout du compte, vous allez voir qu'on se retrouve un peu dans ce domaine-là. Au premier niveau, au niveau médical, réfléchir sur le financement de l'ECMO, c'est pas très différent de ce qu'on se dit parfois, vous savez, quand on se retrouve avec ce genre de patient qui est en ECMO central avec les décharges, les machins, etc., qu'on a repris 4 fois parce qu'il saignait, qu'il y a en plus la cardiopathie difficile, le cerveau on ne sait pas, etc. Il y a un moment où on se dit, est-ce qu'on a raison? Et dans ce est-ce qu'on a raison, on n'entend pas le coût, mais quelque part on entend aussi le coût psychologique, médical, paramédical, familial, etc., de ce genre de choses. Et finalement, en se posant la question, il ne faut pas trop se la poser au milieu de la nuit, il faut continuer à agir, mais en se posant la question, on se pose la question sur une notion de rapport coût-efficacité de ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser en permanence, quelque part. Alors, on va beaucoup parler d'argent, mais on peut très bien élargir ce genre de réflexion à un autre coût, bien sûr, qui n'est pas que le coût d'argent. Alors ensuite, pour ce qui est de faut-il dire la vérité aux imbéciles, on reviendra là-dessus. Hein. Je ne veux pas dire par là que nous sommes des imbéciles. On va essayer de réfléchir un petit peu dans ce tandem entre celui qui veut savoir et celui qui vous dit « vous êtes très con », sous-entendu de vouloir savoir. On va voir un peu qui est le patient, qui est le médecin et qui est la tutelle dans ce regroupement-là. Alors, une réflexion de base. D'abord, l'ECMO, ça existe. Alors, je ne sais pas exactement, je sais que vous avez parlé d'établir une base de données, c'est très important de compter, etc. Donc, je suis incapable de vous dire exactement combien est-ce qu'il y a de patients sous ECMO chaque année en France. Ce que je peux vous dire, c'est si on prend certains critères, ça, c'est les critères sur lesquels on reviendra, qui sont les critères de financement recours exceptionnel. Si on prend les mêmes critères, on avait 260 séjours avec ECMO en 2007 et on en a à peu près 2000 en 2015. Donc peut-être qu'il y en a plus que 2000, peut-être qu'il y en a moins de 2000, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est passé de 200 à 2000 en quelques années. Donc ça se développe. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est bien pour ça. Donc même sur le plan quantitatif, c'est en plein développement. Il y a, vous savez, où certains d'entre vous ont participé à l'écriture de ces recommandations, etc. On commence à être à peu près tous d'accord, société de réanimation, société d'anesthésie, société chirurgicale, etc. On définit des critères de mise en ECMO, on est à peu près d'accord sur les critères respiratoires, c'est plus difficile sur les critères cardiaques, il y a des recommandations, etc. Mais aucune de ces recommandations, qui sont à l'heure actuelle disponibles, ne parle réellement d'argent, sauf peut-être une où on dit qu'il faudrait qu'il y ait une valorisation spécifique des UMAC. Ce qui sous-tendrait qu'il n'y a pas de valorisation spécifique des ECMO. Puisque si on dit il faut, ou alors on dit il faudrait qu'il y ait une valorisation spécifique des ECMO, et encore plus pour les UMAC peut-être. Mais en tout cas, vous voyez que personne, pour l'instant, à ma connaissance, en tout cas, n'est rentré dans le vif du sujet. Alors d'abord, on peut se poser la question, combien ça coûte finalement, hein? Combien ça coûte de mettre un malade sous ECMO, hein? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont une idée très très précise de la chose. En tout cas, je vous rassure, si vous ne l'avez pas, personne ne l'a en France à l'heure actuelle, hein, et même dans le monde, ce n'est pas évident. Alors vous allez voir que d'abord, ce que j'ai ressorti, c'est ce qu'on avait fait à Marseille. Marseille avait participé au moment de la mise en place, ou plus exactement au moment du développement du financement recours exceptionnel, on avait participé à une étude où ils nous avaient demandé, pas combien ça coûte, mais en quelque sorte, de chiffrer le surcoût lié à l'ECMO. Donc on a un patient très grave, par exemple un SDRA, on l'intube, on le ventile, on le machin, il meurt ou on l'extube, et
on a un patient très grave, on le met en ECMO, au bout du compte, est-ce que ça a coûté plus cher ou non? Peut-être que ça coûte moins cher, on n'en sait rien. Qu'est-ce finalement? Donc, ça, c'était l'évaluation du surcoût. Et on avait fait à ce moment-là, c'est pour ça que je le présente, c'était intéressant, on avait d'une part demandé en gros à l'administration, je dirais pour faire simple, mais on nous avait demandé à nous aussi. Et donc c'est les mêmes séjours qui ont été analysés avec deux visions différentes. Donc c'est 30 dossiers d'ECMO pédiatrique, vous voyez, les patients vont de 1 jour à 14 ans, avec une médiane à 7,5 kg. Vous voyez, donc c'est 161 jours d'ECMO cumulés, donc c'est quand même relativement représentatif. L'analyse qu'on avait fait, nous, c'est une analyse du surcoût très facilement identifiable. Et vous avez donc ici le surcoût en usage unique, 48 circuits, vous voyez, pour 30 ECMO, 60 canules, c'est des ECMO véno-artériels. Le temps de perfusionniste et les produits sanguins ne sont pas comptabilisés, ce qui est nécessaire pour permettre l'activité. Pour permettre de mettre en malade un ECMO, il faut qu'il y ait un certain nombre de prérequis, par exemple des consoles, donc il faut le prix d'amortissement des consoles, il faut qu'il y ait ou pas des astreintes paramédicales, médicales, il faut qu'il y ait du stock de matériel, le stock ça a un certain coût, il y a ce qui relève de l'implantation, mais ça c'est des coûts de bloc, ça se part dans la masse de coûts de bloc, que ça se fasse en réa ou non, et ce qui relève des soins en réanimation, parce que c'est très difficile de définir sur des soins de réa ce qui relève au fait que le patient est sous ECMO et ce qui relève au fait que le patient est en réa. J'attire votre attention sur le fait que les astreintes, par exemple, dans cette étude marseillaise, il n'y a pas d'astreinte spécifique, il n'y a aucune astreinte médicale ou paramédicale spécifique. Il y a beaucoup de temps de perfusionniste. Ça, c'est des décisions de politique d'équipe. Par exemple, à Marseille, il n'y a pas une infirmier ou un infirmière pour une ECMO, parce qu'il a été décidé aussi au niveau de l'équipe que, avec la force des choses, ça n'existe pas, mais on compense par un temps de perfusionniste très important. Et donc les perfusionnistes d'astreinte, dans la mesure du possible, bien sûr, essayent d'être énormément présents, surtout pendant les premières heures ou les premiers jours, quand les patients sont instables, au moment des mobilisations, on en parlait tout à l'heure, etc. Donc ça, c'est un coût qui est facilement identifiable, parce que par contre, comme ce sont des astreintes où ils se sont déplacés, c'est facile d'extraire ça des dossiers. Donc on arrive là à un coût, vous voyez, d'à peu près 5 000 € en usage unique, et un coût de, en gros, 12 000 € par séjour. Ça, c'est donc le surcoût lié à l'ECMO, c'est donc la valeur basse, bien sûr, puisque tous ces éléments qui ne sont pas comptabilisés n'apparaissent pas dans ce 12 000 €. Les mêmes dossiers sont analysés par l'administration, au sens large du terme. Qu'est-ce qu'ils comptent? Ils comptent le coût total généré par ces séjours, je vais revenir sur la méthodologie, et les recettes T2A générées par ces séjours. Donc vous voyez que les recettes, c'est à peu près 40 000 € par séjour, et le coût, c'est un peu plus, c'est donc plus 17 000 € par séjour. Donc au total, ça faisait donc sur ces 30 séjours 1 720 000 €. Comment est-ce que dans la méthodologie actuelle des CHU, le coût généré est calculé? C'est extrêmement grossier, contrairement à ce que vous croyez. Il n'y a pas de comptabilité analytique dans nos CHU. Et donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils affectent à chaque séjour des coûts, ce qu'ils appellent des dépenses identifiables. Il y a des dépenses qui sont identifiables au niveau du patient. C'est par exemple les molécules pour lesquelles il y a une prescription nominative, l'usage unique dont on parlait, etc., ce qui fait l'objet d'une prescription nominative. Il y a des coûts qui sont identifiables au patient dans le cadre de son séjour. Par exemple, on sait que le personnel de réanimation, ça coûte tant, le machin, etc. Ça, c'est facile. S'il y a 1 million de séjours et que ça a coûté tant, on va diviser par 1 million et donc on a le coût du séjour. En fait, c'est fait à la prix de journée. Mais ce que j'ai découvert à l'occasion de cette étude, ainsi que d'autres pernitions totales du CHU, c'est qu'il y a aussi les coûts de structure. Donc le coût de structure, ça veut dire que tous les coûts qui ne sont pas identifiés, ils sont mis dans une énorme masse, et après c'est divisé, alors il y a des algorithmes, je passe là-dessus, c'est divisé, une partie de ce coût de structure se retrouve affectée au séjour du patient. Alors comme tous les CHU plus ou moins sont déficitaires, les coûts de structure forcément aboutissent à un séjour déficitaire, puisqu'en quelque sorte, l'algorithme consiste à diviser un gros déficit en plein de petits déficits par séjour. On ne peut pas avoir des séjours positifs dans un établissement qui fait du négatif grâce à cette
méthode de calcul hautement subtile. Toujours est-il que on arrive pour ces 30 séjours à un surcoût de 17 300 € par séjour, plutôt de l'ordre de 12 000 €, vous voyez, pour les plus de 1 an, et de 21 000 € pour les nouveau-nés et les nourrissons. Et on a trouvé à l'époque, et d'ailleurs la mission T2A avec qui j'avais travaillé avait trouvé aussi que c'était extrêmement cohérent au bout du compte, finalement. Le calcul poste par poste aboutit à une fourchette basse, bien sûr. Le calcul T2A aboutit à une fourchette qui est beaucoup plus douteuse dans sa méthodologie, mais en gros, c'est quand même relativement cohérent. Combien ça coûte? Pas qu'à Marseille, partout en France. Je suis incapable de répondre à cette question, bien sûr, mais ce que je peux vous dire, on en reparlera dans 5 minutes, c'est que le surcoût qui est validé par la DGOS dans le cadre des financements de recours exceptionnels, c'est de 37 000 € par séjour pour les enfants de moins de 1 mois et 10 000 € par séjour pour les patients de plus de 1 mois. Donc vous voyez qu'on est à peu près dans le même ordre d'idées. Combien ça coûte à l'international? Il y a très peu d'études là-dessus. Heureusement, il y en a une, je vous ai mis la référence là, qui ne sort pas du tout d'une revue de médecine, de chirurgie ou d'anesthésie. Vous voyez que c'est vraiment une revue d'économie, qui nous donne des tas de... qui est intéressante à lire, etc., qui nous donne pas mal de clés. Je vous en sors les principaux chiffres. On y trouve des données sur le coût d'hospitalisation des patients sous ECMO. J'attire bien là sur la notion que ce n'est pas un surcoût, c'est le coût total de l'hospitalisation, ce qui se traduit notamment pour les études américaines par ce qu'ils appellent la charge, c'est-à-dire ce qu'on demande au groupe de protection sociale du patient de payer. Donc vous voyez que c'est entre 40 000 et 500 000 €. Le moins cher, c'est à Taïwan, le plus cher, c'est au Royaume-Uni, et vous voyez qu'aux États-Unis, c'est plus cohérent. Mais enfin, c'est quand même entre 100 000 et 400 000 € par séjour, à peu près. Ça fait beaucoup d'argent, quand même, quand on les compare à nos 40 à 50 000. Le surcoût, donc ça, c'est vraiment ce qui est lié à l'ECMO, c'est entre 50 000 et 200 000 €, d'après cette étude-là. Et ce chiffre-là est intéressant, je trouve, c'est ce qui s'appelle le coût procédural d'un jour d'ECMO. C'est-à-dire que ça n'affecte en rien, ce n'est pas le soin, ce n'est pas les médecins, ce n'est pas les paramédicaux, c'est le coût qui est lié à la procédure d'ECMO. C'est-à-dire le surcoût qui est lié vraiment au fait qu'on a la technique, la machine, etc. C'est entre 2 200 et 4 300 $. Comment c'est financé ? C'est là qu'on rentre dans le dessin de tout à l'heure. Est-ce que vous voulez vraiment savoir? Vous voulez vraiment savoir? Alors, dans le cadre de la T2A, en fait, il n'y a aucun GHS spécifique. Certains actes sont classants, c'est-à-dire qu'ils vont affecter le malade dans un GHS chirurgical, d'autres non. Les deux qu'on utilise le plus pour l'ECMO, vous les connaissez peut-être si vous codez, c'est EQLA 002, c'est la mise en place d'une ECMO centrale par thoracotomie, ou EQLA 001, c'est la mise en place d'une ECMO périphérique. EQLA 001, ça n'est pas classant. Si vous prenez un malade qui a, je ne sais pas moi, une infection pulmonaire grave, que vous faites une EQLA 001, quand il va sortir, il va être classé dans un groupe de diagnostic principal, infection pulmonaire grave. D'accord ? Le fait de la mettre en ECMO périphérique ne le change pas de GHS. Presque toujours, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, on pourrait considérer que ces patients au moins sont dans un GHS de ce qu'on appelle de niveau 4, c'est-à-dire mieux payé. Mais vous allez voir que ce n'est pas aussi évident. Toujours pareil, si on prend le financement recours exceptionnel, on a des trucs intéressants. Là, par exemple, je vous ai mis en pourcentage cumulé, vous voyez, les GHS de plus de 80% des enfants de moins de 28 jours qui ont eu une ECMO en France en 2014, c'est le financement 2015. Et vous voyez que, par exemple, 33,55, donc 20% sont dans un GHS qui concerne une intervention majeure sur l'appareil digestif. Parce que je suppose que l'acte classant, ou le diagnostic classant, ça a été l'entérocolite, j'imagine. C'est pour ça. Vous voyez que c'est pas, la classification T2A n'est pas tout à fait évidente si on la regarde avec la lorgnette ECMO. Là, on est à plus de 28 jours, puisque pour le financement recours exceptionnel, la dichotomie, c'est 1 mois. Donc, à plus de 28 jours, vous voyez quand même que, là, vous avez le libellé des GHS, c'est le pourcentage cumulé. Ça m'a intéressé de voir que, par exemple, on est entre 32 et 40, c'est-à-dire que
7 à 8% des enfants ou des adultes sont classés dans un GHS de niveau 3. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas en niveau 4. Donc vous voyez que la T2A répond très très mal à ce problème d'ECMO. Alors bien sûr, beaucoup d'entre vous travaillant en réanimation sont des réanimateurs. Vous savez que les codes assistance circulatoire par CEC, la EQQP004, ou épuration extracorporelle de CO2, ça c'est plus pour le nouveau-né GLF010, sont des codes marqueurs de suppléance vitale. Donc bien sûr, s'ils sont en ECMO, et s'ils sont en réanimation et qu'ils sont en ECMO, il y a un supplément de réa. Mais le supplément de réa, c'est de 800 à 910 €. Ça diminue un peu chaque année d'ailleurs. Vous voyez bien que... Et puis ça ne couvre pas que l'ECMO. Ça couvre tous les patients qui ont un marqueur donc, de... Comment ça s'appelle dans leur jargon? Un acte marqueur de suppléance vitale. Alors, il y a le financement recours exceptionnel. Qu'est-ce que c'est le financement recours exceptionnel? En fait, ça fait partie des mairies, qui elles-mêmes font partie des MIGAC, hein, vous savez, ce terme qui est très utilisé. Ce financement recours exceptionnel, comme beaucoup de mairies ou de MIGAC, a été mis en place lorsqu'on est passé à marche rapide du budget global vers le tout T2A. En principe, ça c'est défini, j'attire votre attention sur ce fait, c'est défini sur dès le début, le financement recours exceptionnel devait être en principe transitoire. C'était juste pour faciliter le passage à la T2A en attente que tout ce qui est innovant, cher, etc., soit mieux cadré par la T2A. Ce qui n'est toujours pas le cas. Alors, je vous décortique la chose. Je m'excuse pour ceux qui connaissent un peu, parce que c'est du b.a.-ba recours exceptionnel, mais j'insiste parce que c'est quand même intéressant. D'abord, il faut comprendre que c'est une enveloppe globale qui est prédéterminée. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, on avait décidé d'affecter 25 millions d'euros en 2009, 50 millions d'euros en 2015. On affecte 50 millions pour cette mairie. Et la répartition se fait selon l'activité. Alors, l'activité d'ECMO, comment est-ce qu'elle est définie? En fait, elle est définie par des codes CCAM, c'est-à-dire qu'il y a un code qui s'appelle GLJF010, c'est le code de surveillance que vous avez vu tout à l'heure. Si le patient a ce code dans son séjour et s'il a moins de 28 jours, il est pris en charge sous forme d'AREC en réanimation néonatale. Si le patient a plus de 28 jours, donc ça concerne aussi les adultes, et qu'il a soit EQLA 001, donc périphérie, ou EQLA 002, centrale, ou le contraire, je ne sais plus, enfin, qu'on lui a mis une ECMO, il est compté comme un séjour avec ECMO hors AREC néonatal. Vous voyez bien que la notion d'ECMO néonatal, par exemple, ça n'existe pas dans le financement en recours exceptionnel. Il n'existe que le nouveau-né, soit il a une AREC, soit il n'en a pas. Et s'il a une AREC, ça veut dire qu'on lui a compté un GLJF 010. Hein, oui. Et comme toujours dans ces histoires-là qui passent directement du PMSI à la DGOS et de la DGOS dans les caisses des CHU ou des CHR et qui disparaissent après dans les déficits, il faut être très précis sur ce dont on parle. Ces marqueurs d'activité spécifiques ne sont pas les seuls. Hein. Il y a des tas d'autres recours exceptionnels. Par exemple, il y en a un qui s'appelle résection par thoracoscopie des lésions pulmonaires congénitales de diagnostic anténatal. Ouais, que si on fait des résections, si dans un hôpital on fait des résections, il y en a 3 en France qui rapportent ça, c'est Paris, Lyon et Marseille, ils font des résections par thoracoscopie des lésions pulmonaires congénitales de diagnostic anténatal. Peut-être qu'il y en a eu à Toulouse, à Strasbourg ou à Bordeaux, j'en sais rien, mais peut-être qu'on a oublié de dire que c'était un diagnostic anténatal. Et donc même si on fait une résection par thoracoscopie, vous voyez ce que je veux dire, hein, il faut bien voir de ce dont on parle. Alors sur l'activité 2014, c'est-à-dire les sous-sous qui ont été donnés l'année dernière, qu'est-ce qu'on relève? On relève qu'il y a un seul établissement qui a rapporté une activité d'AREC néonatale. C'est la PHP avec 14 séjours. Les séjours qui, je vous rappelle, sont valorisés à 37 200 € dans le cadre de ce financement. Il y a 31 établissements qui ont rapporté, je vous ai dit, à peu près 2000 séjours qui sont valorisés à 10 200 €. Vous avez ici les 5 premiers, la PHM, pardon, la PHP, puis la PHM, Strasbourg, Lyon, Nancy. Hein. Mais n'oublions pas, enfin... Comme vous avez tous envie de voir où vous êtes sur la liste, je vous donne les 31 qui sont classés par ordre d'activité, là, hein, mais vous allez voir que
c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours savoir de dont on parle. Je ne vous dis pas là le nombre d'ECMO qui a été fait dans chaque centre, je vous dis le nombre d'ECMO qui a été comptabilisé selon cette méthode de calcul. Et vous voyez qu'il y a des trucs intéressants, comme par exemple Besançon, qui est beaucoup plus haut que Bordeaux. Alors ça, quand je dis au Bordelais, c'est pas possible. C'est comme ça. Avec ces critères-là, Besançon ou La Réunion, il y a beaucoup plus d'ECMO qu'à Bordeaux ou qu'à Nantes. Hein, par exemple, pourtant, Nantes, c'est un gros centre d'assistance, a priori. C'est comme ça. Il y a même, vous voyez, des ECMO qui sont comptabilisés au centre anticancéreux de Clermont-Ferrand. Alors, ça fait quelques réflexions. Si on compte ces séjours avec la valorisation affectée, vous voyez que ça fait quand même pas mal d'argent pour la PHP. Avec 731 ECMO plus 14 AREC, ça fait quand même, vous voyez, une somme confortable qui est affectée. Hein. Mais c'est beaucoup plus vicieux que ça, vous allez voir. Parce qu'il y a tout le reste aussi. Par exemple, je vous ai dit qu'il y avait 3 établissements qui rapportaient un traitement par thoracoscopie, ça fait quand même 43 séjours valorisés à un surcoût de 7 400 €, enfin 7 300 €, etc. Donc tout ça, ça va dans un pot commun. Et au bout du compte, 20 000 séjours sur ces données 2015 ont été classés comme relevant de ce financement recours exceptionnel. Le surcoût, qui est en fait la multiplication des séjours par ce surcoût qui avait été évalué dans les années 2008-2009, ça aboutit à 143 millions d'euros. Donc la DGOS dit, il n'y a pas de problème, la clé de répartition, c'est 35%, puisqu'on a 50 millions d'euros. Et donc on vous donne 35% du surcoût. Et c'est pour ça que la valorisation passe à 13 000 € pour un enfant de moins de 1 mois, ça c'est la PHP, et à 3 500 € pour les patients de plus d'1 mois, c'est-à-dire que si on fait référence à ces papiers que je vous ai montrés, ça couvre en gros le coût procédural d'une journée. Alors, si on veut aller plus loin maintenant, en rapport coût-efficacité, c'est pas aussi évident que ça, parce que, en fait, on parle bien sûr de patients très malades, donc ils sont en réanimation. Alors, il y en a qui vont avoir une ECMO. Souvent, c'est ça qu'on va comparer les coûts de cette... Il y a des patients qui sont en réa, puis si ça va bien, ils passent en soins continus, puis après, ils sortent. Ou il y a des patients qui sont en réa pour qui ont une phase d'ECMO. Souvent, ils sont un peu plus longtemps en réa, et puis ils sont plus ou moins en soins continus, puis après, ils sortent. Alors déjà, on a tendance à comparer les coûts de ces patients-là avec ces patients-là. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que probablement, ceux-là, c'est les moins graves, ceux-là, c'est les plus graves. Si on ne leur avait pas mis d'ECMO, ils seraient quand même restés plus longtemps en réanimation. Enfin, ça ne fait rien. Quand même, le coût, on se base plus ou moins sur le coût de ce séjour en réanimation, ou pour certaines études, séjour en réanimation plus soins intensifs. L'efficacité, alors c'est compliqué, mais ce qu'on veut, c'est éviter la mort, en gros. Hein? Donc, avec ou sans ECMO, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le plus possible de guérison. Pour combien de temps? C'est sûr que si on fait une assistance à un arrêt cardiaque extra-hospitalier de 80 ans, en termes de lifetime, comme disent les statisticiens, a priori, le gain est moins important que si c'est quelqu'un de 1 jour, à condition que ce quelqu'un de 1 jour, il ait une longévité normale. Donc il faut aussi savoir sa longévité. Puis il y a le problème des séquelles, plus ou moins importantes, mais entre tous ceux qui décèdent et tous ceux qui sont guéris, il peut y en avoir qui gardent des séquelles, comme vous le savez, neurologiques ou autres, etc., qui vont diminuer leur longévité ou diminuer leur qualité de vie. Et donc, finalement, évaluer l'efficacité pour faire un rapport coût-efficacité, quelque part, c'est évaluer le coût de la vie, le prix de la vie. Eh bien, en fait, c'est facile. Enfin, c'est facile. Beaucoup de gens le font, en tout cas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein, parce qu'il y a énormément d'études financières, toute la mise en place de ce qu'on appelle l'Obama Gate, enfin, etc. Il y a des milliers d'études là-dessus sur est-ce que ça va coûter ou est-ce qu'au bout du compte, ça va rapporter. Bien entendu, quand on dépense de l'argent pour la santé, ça ne rapporte rien si on n'a pas une échelle de valeur de la vie. Hein. Et donc, il y a pas mal de trucs. Il y a ce qu'on appelle la valeur de la vie statistique. En gros, ben, je vous annonce, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est entre 50 et 100 000 € par an, ou dollars. Hein. En gros, à ce niveau-là, on ne fait plus tellement la différence.
la notion de séquelles de handicap est assez facile à prendre, c'est terrible de dire des choses comme ça dans ce genre d'études, par ce qu'on appelle le QALY, le Quality Adjusted Life Year, ou le DALY pour l'OMS, c'est la Disability Adjusted Life Year. En gros, on considère qu'une année de vie normale, ça vaut 1, et une année de plante verte, ça vaut 0 ou 0,001, etc. Alors c'est terrible ce genre de calcul, parce que ça veut dire que si on fait survivre 10 handicapés lourds, finalement, on a autant rapporté à la société que si on fait survivre un patient normal pendant 10 ans. C'est pas aussi direct que ça. Mais enfin, il faut bien avoir une méthode de calcul. Donc choisissons cette méthode de calcul. Ça fait la valeur de la vie statistique, en gros, c'est entre 3 et 10 millions de dollars. Ne croyez pas qu'il n'y ait que des études américaines. Hein. Si on sort de notre ministère de tutelle, qui se garde bien de communiquer là-dessus, il y a des gens qui sont payés pour faire des rapports et des études là-dessus. Par exemple, en 2013, c'est souvent les études environnementales hein, qui demandent de ce genre de choses-là pour savoir si ça vaut le coup de dépenser de l'argent pour respirer de l'air plus pur en Île-de-France, hein, en Île-de-France surtout, hein, c'est important, l'Île-de-France. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'argent? À ce moment-là, il faut savoir combien on va gagner. Et donc, les Français, comme on est plus intelligents que les autres, on a proposé une révision de la valeur de la vie humaine. Alors, je vous passe surtout le rapport, qui est gros comme ça, qui a dû coûter fort cher aux contribuables. Il introduit quand même la notion, intuitivement, forcément, là, c'est que la question de l'âge se pose quand il y a un risque de décès pour des populations très jeunes, bien entendu, puisque à ce moment-là, c'est plus intéressant d'utiliser la valeur de l'année de vie gagnée que la valeur de vie statistique proprement dit. Ça ne sert à rien de sauver une vie et de compter que, il vaut mieux savoir combien de temps on a sauvé quelqu'un, quelque sorte. Hein. Et donc, en gros, on arrive dans les mêmes ordres de valeur à peu près. C'est-à-dire que si on prend un enfant qui devait mourir et qu'on lui donne une vie normale, il va rapporter 150 000 € en gros dans la cagnotte. Alors je ne sais pas si ça veut dire qu'il va payer 150 000 € chaque année d'impôts, hein, je ne pense pas. Ça dépend aussi s'il a des comptes en Suisse ou ailleurs, mais... Et on peut donc, avec ce genre de choses, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, hein, si on veut discuter avec les tutelles, c'est discuter sur un rapport coût-efficacité. La seule étude que j'ai trouvée là-dessus, je vous ai mis la référence aussi, qui est intéressante, elle a pris comme modèle l'ECMO pour les patients en choc ou en arrêt cardiaque secondaire à une tentative de suicide au cardio, enfin au bêta-bloquant, en gros, ou équivalent, quoi, au toxique... Je ne sais pas comment traduire cardiotoxicant poisoning, enfin, vous voyez ce que ça veut dire, c'est les gens qui ont pris 2 plaquettes d'avlocardil, etc. C'est un modèle qui est relativement pur, parce que la plupart d'entre eux, peut-être qu'ils étaient un peu siphonnés de là, mais au niveau du cœur et des poumons, a priori, ils étaient à peu près normaux. Alors, les critères qu'ils ont pris, c'est intéressant, ils ont fait une méta-analyse, etc. En gros, si vous voulez, ils ont défini une population sans ECMO, ils seraient tous morts. Et avec l'ECMO, s'ils étaient en arrêt cardiaque, ils prennent des chiffres dits pessimistes, il y a 27% de survie, et s'ils étaient en choc grave, il y a 39% de survie. Donc ça ne me semble pas, c'est pas irréaliste, quoi, quand même, arriver à 25% de survie, c'est pas irréaliste. Pour les patients en état de choc, ils ont défini, statistiquement une probabilité de... Donc, ils n'étaient pas en arrêt cardiaque, hein, une probabilité de survie avec ECMO de 83%, sans ECMO de l'ordre de 56%. Donc, ça semble en gros réaliste. Alors, je vous passe sur les statistiques, parce que je demande à l'aide pour ces trucs-là, c'est toujours trop compliqué. Donc, il y a des tas de trucs là-dedans, si ça vous intéresse, vous le lirez. Sur ce nuage de points, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est qu'on peut définir, si on définit un rapport coût-efficacité, en quelque sorte. Plus on donne de la vie, plus on est dans le genre d'efficacité. Plus on coûte et plus on monte. Là. Donc en faisant des tas de simulations, on arrive à une espèce de nuage de points comme ça. Et ce que je retiens, c'est qu'il y a plus de 50% de probabilité dans ce genre de modèle pour qu'on ait un rapport coût-efficacité plus que 0, satisfaisant, enfin, on ait un rapport coût-efficacité positif, et dans ces cas-là, il y a 96% de probabilité que le coût soit moins de 50 000 $ par année gagnée,
et 98% de probabilité que le coût soit inférieur à 100 000 $ par année gagnée. Donc vous voyez qu'on est largement en dessous de la valeur qu'on rapporte en quelque sorte. Autrement dit, cette notion de financement de l'ECMO, c'est un sujet qui en fait est très peu abordé, hein, en tout cas très peu abordé dans la plupart des administrations hospitalières que je connais. Vous voyez que si on gratte un peu, on voit que la couverture financière en France est extrêmement faible, puisqu'il n'y a pas de surcoût en dehors de ce financement recours exceptionnel qui en principe est transitoire, en tout cas on n'a aucune certitude de pérennité et qui couvre à peu près un jour par séjour, hein, alors que la rentabilité de l'ECMO en général, et en tout cas de l'ECMO pédiatrique, à mon avis, vous serez d'accord avec moi pour voir maintenant qu'elle est quasi certaine, hein, si on affecte vraiment une valeur de la vie gagnée entre 50 et 150 000 € par an, que si on fait ce genre de réflexion, et pas seulement, il faut bien entendu faire la chasse aux séquelles, puisque finalement, si on sort quelqu'un avec un DALI de 0,5, il va rapporter 2 fois moins que si on le rassort avec un DALI de 1, et que, donc je répète, la pérennité de financement dans le système français à l'heure actuelle n'est pas assurée. Cette phrase-là, elle sort, c'est un copier-coller puisque à l'époque, et pour préparer cet exposé, j'ai retravaillé avec la même personne qui s'appelle Cash, ça ne s'invente pas quand on parle de financement, qui est médecin et qui était le président de la mission T2A et qui maintenant est dans ce qu'on appelle la commission Véran, qui est la commission qui doit conseiller nos tutelles sur l'évolution du financement T2A. Et quand je lui ai dit, mais si je comprends bien, il faudrait qu'on réfléchisse à une autre option de financement, il a dit, réfléchir, non seulement ça pourrait, mais ça devrait être fait dès maintenant. Mais ça ne peut pas être fait tout seul. Ça ne peut être fait qu'avec des données quantitatives et avec un effort de groupe cohérent et tous dans la même direction, bien sûr. Voilà. Et pour vous remercier, je vous donne un petit bout de gâteau.